Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un poil du X, en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui, Julien Leroux est à mes côtés, Product Designer Manager chez Back Market, startup spécialiste de la vente online de produits reconditionnés et ayant dernièrement rejoint le cercle des licornes françaises suite à une levée de fonds de 276 millions d'euros en mai dernier. Une belle réussite à la française. Aujourd'hui, avec Julien, nous allons aborder une thématique phare dans le e-commerce, la confiance, le pilier UX permettant entre autres de transformer un visiteur en acheteur. Nous allons donc parler d'abord globalement de l'impact du design sur le e-commerce, avant de se concentrer sur la confiance, comment la mettre en place et comment en mesurer son impact. Nous finirons ensuite par explorer les différences d'impact et de méthode selon les pays. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation, très content d'être là. Écoute, très content également de te recevoir aujourd'hui. Peut-être pourrais-tu commencer par te présenter rapidement et nous parler aussi de ton parcours et de ton rôle aujourd'hui chez Back Market. Oui, je m'appelle Julien Leroux, je travaille dans l'univers de l'UX et du product design depuis une grosse dizaine d'années, 11 ans maintenant. J'ai commencé en agence digitale, je suis rapidement passé par le freelance. J'ai été également dans un grand groupe, le groupe Renault pour ne pas le citer, dans lesquels j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis beaucoup intéressé surtout à toutes les questions de voitures connectées, de nouvelles mobilités. J'ai fait un court passage dans la fintech et je suis chez Back Market depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Un beau parcours. Ouais. Avec plein d'expériences assez différentes. Et c'est une des choses effectivement, qui me plaît, c'est de découvrir un peu de nouveaux univers assez régulièrement. Et donc, c'est l'opportunité d'être chez Back Market. C'était pour moi l'opportunité de découvrir le monde du e-commerce dont on va parler aujourd'hui, Yes. qui est un monde super, super intéressant, où il y a plein de choses à faire et plein de sujets UX passionnants. Back Market, du coup, pour revenir à nos moutons, c'est une marketplace qui est dédiée aux produits reconditionnés, sur laquelle on peut acheter des produits qui sont remis à neuf par des professionnels, mais aussi vendre des appareils dont on n'a plus l'usage pour qu'ils soient eux-mêmes reconditionnés et du coup remis en circulation. Donc il y a vraiment une idée d'économie circulaire derrière tout ça. Okay. On essaye vraiment d'avoir une promesse qui soit globale sur ces deux aspects. C'est une plateforme qui est en forte croissance en France, mais surtout à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie maintenant, avec le Japon. Moi, je travaille sur la partie e-commerce de la plateforme. Il y a aussi un back-office qui est dédié aux marchands, donc aux reconditionneurs, mais moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est parcours client, en fait, parcours utilisateur, sur parcours d'achat, en fait. Et pour les 3 continents ? Alors, sur l'ensemble des pays, à l'exception du Japon, sur lequel j'ai moins de regard, tout simplement parce que je ne parle pas la langue et que c'est très particulier. Donc, on a une product designer japonaise qui a mis en place en fait toute la plateforme e-commerce là-bas et qui gère ça maintenant. Ok, super. En ce qui me concerne, moi, je manage une petite équipe de 3 product designers qui ont contribué évidemment à faire tout ce dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr. Et notre rôle, en fait, sur la partie e-commerce, c'est améliorer l'expérience utilisateur au global et faire en sorte que les gens aient une expérience satisfaisante et plaisante de bout en bout pour qu'ils soient contents d'acheter, pour le coup, de revenir chez Back Market si ça s'est bien passé. Ok, super. Donc en effet, comme tu disais, Back Market étant un acteur du e-commerce, évidemment, il est présent aujourd'hui via son site internet et son application mobile. Et donc, le design a forcément un impact, quel qu'il soit, finalement, sur le business. Selon toi, du coup, et aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites avec votre équipe, finalement, quels sont les indicateurs clés que tu peux suivre, toi, aujourd'hui, chez Back Market, pour justement mesurer cet impact du design ? Alors, on suit énormément d'indicateurs, des indicateurs qualitatifs, d'abord, via la recherche utilisateur. Donc, on a un pôle de user research qui fait partie de l'équipe design. D'accord. Mais aussi et surtout des indicateurs quantitatifs, du coup ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs des chiffrés. Indicateurs clés. Exactement. Okay. Des indicateurs en fait qui nous donnent plein d'informations sur ce qui se passe sur la plateforme et comment les gens interagissent avec les différents écrans, les différentes pages. Il y a énormément d'indicateurs qu'on suit. T'en as quelques-uns du coup à nous citer rapidement ? Ouais. On peut commencer par vraiment l'indicateur clé en e-commerce, et pour une marketplace, c'est ce qu'on appelle la GMV. Donc c'est Gross Merchandise Volume en anglais, c'est la somme totale générée
par l'ensemble des ventes sur une période donnée. Donc ça peut être sur un jour, une semaine, une année, un mois. C'est vraiment l'indicateur qui donne l'état de santé de la marketplace. Donc c'est en gros l'indicateur qui est le plus regardé, on va dire, au global. Ok, et ça par toutes les équipes, j'imagine, pas que la partie design, mais toutes les équipes sont concernées. Toutes les équipes, évidemment. Ouais. Alors, évidemment, les équipes plutôt business, mais les équipes design, évidemment, sont très attentives à ce KPI-là, parce que, encore une fois, c'est vraiment l'indicateur qui nous dit si en ce moment ça se passe bien ou s'il y a un petit problème. Et du coup, c'est ce qui nous permet ensuite d'aller chercher quel est ce problème pour le régler. Ok. Un autre indicateur qui est intéressant, qu'on regarde beaucoup, qui est un peu le deuxième indicateur roi dans le e-commerce, c'est le taux de conversion. Conversion rate en anglais, et qu'on a traduit par un acronyme qui est le CVR. C'est vraiment une métrique qui est très scrutée parce qu'il représente en fait la part des utilisateurs qui ont effectué un achat par rapport au nombre total d'utilisateurs, de visiteurs en fait, qui sont arrivés sur que ce soit l'app ou le site. Okay. C'est un indicateur qu'on regarde au global sur la plateforme, mais comme il peut varier beaucoup suivant la typologie des utilisateurs, leur provenance, les différents parcours qu'ils ont pu avoir, on va aussi le regarder et l'isoler suivant ces différents parcours. Okay. Ce sont des utilisateurs qui arrivent de la page d'accueil. Ils ne vont pas se comporter exactement de la même façon que des utilisateurs qui arrivent directement sur la page produit parce qu'ils ont cliqué sur un lien dans Google, par exemple. Bien sûr. Et donc, du coup, on va vraiment regarder le taux de conversion des différents parcours et essayer de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. D'accord. Il y a aussi des indicateurs plus micro qu'on va regarder sur certaines pages en particulier. Un de ceux-là, le plus célèbre, c'est l'Add to Cart, qui représente donc ajout au panier en français, qui représente le nombre d'utilisateurs qui ont ajouté un produit au panier. Donc généralement depuis la product page, la page produit. Et c'est une métrique qui est aussi hyper importante. Il y en a plein d'autres, encore une fois. Mais disons que ça donne c'est les principales, petit aperçu. Déjà. Ouais. Super intéressant. Ce qui est important surtout, c'est qu'on évalue tous les changements UX et UI sur la plateforme en regardant en fait, l'évolution de toutes ces données. Donc ces données, elles sont compilées par des gens dont c'est le métier, des product analysts, des data analysts, qui font ça pour nous. On peut les regarder aussi à travers certains outils. Il y a un outil qui est assez connu dans le e-commerce qui s'appelle Content Square. C'est un outil français d'ailleurs. Yes. Et ils nous permettent d'identifier immédiatement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, au-delà des indicateurs qu'on a cités du coup, auparavant, il y a notamment, du coup, on y vient, ce pilier finalement qui est vraiment important de travailler en product design, et notamment dans l'e-commerce, qui est la confiance. On en parlait un petit peu au démarrage. Finalement, en quoi créer de la confiance entre un utilisateur et une marque ou un service a concrètement un impact sur l'activité ? Je crois que tu en as parlé au tout début de ce podcast. Tu as dit que la confiance était ce qui permettait de transformer un visiteur en acheteur. Et c'est exactement ça. En fait, la confiance, elle est essentielle à toute transaction. Donc, c'est vrai dans le commerce, mais c'est aussi vrai dans l'e-commerce, évidemment. Et en gros, si les gens n'ont pas suffisamment confiance dans votre marque ou dans le produit que vous voulez leur vendre, ils n'achètent tout simplement pas chez vous. Or, notre travail de product designer dans le domaine du e-commerce, ça consiste justement à donner envie aux utilisateurs d'acheter plutôt chez nous qu'ailleurs. Dans le cas de Back Market, quand on a une mission un peu d'essayer d'imposer aussi un nouveau mode de consommation et qu'on se bat contre des acteurs qui sont plus installés, notamment des gens qui vendent du neuf par rapport au reconditionné. Du coup, il y a vraiment un enjeu de confiance qui est très important. Donc, c'est une thématique majeure du e-commerce, mais encore peut-être plus pour nous chez Back Market. Oui, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, on a même dû commencer par ça, mais qu'est-ce qu'on entend finalement par faire confiance de la part d'une personne envers une marque comme la vôtre ? Alors, la confiance, concrètement, c'est accepter de se mettre en situation de vulnérabilité dans des circonstances incertaines. En gros, ça revient à faire un pari qui est plus ou moins risqué sur le fait que la personne, l'entreprise ou le service auquel on accepte de se fier ne sont pas mal intentionnés envers nous. Donc, il faut avoir un minimum d'optimisme, en fait. D'optimisme, pour faire confiance, d'optimisme envers l'autre. Et mettre quelqu'un en confiance, justement, c'est de lui donner des raisons d'être optimiste envers nous. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment attaqué au sujet chez Back Market. Okay. D'abord de façon très rationnelle.
en se disant il n'y a aucune raison factuelle d'acheter neuf aujourd'hui et il faut donner des raisons. Justement, il faut expliciter ça aux utilisateurs pour les convaincre qu'il faut acheter chez nous, en fait, plutôt que chez un concurrent qui vendrait des produits électroniques neufs beaucoup plus chers et moins écologiques. Et du coup, en s'attaquant à ce sujet de façon très rationnelle, on a communiqué sur les garanties qu'on fournit aux acheteurs pour leur donner des raisons de nous faire confiance. La partie classique, on va dire, aujourd'hui, e-commerce, même presque la partie légale, finalement. Ouais, alors il y a un aspect légal, il y a un aspect aussi réassurance, tout simplement. Donc en France, par exemple, ça va être, on offre une garantie contractuelle de 12 mois sur tous les produits électroniques qu'on vend, la possibilité de renvoyer le produit et de se faire rembourser pendant 30 jours, etc. Donc concrètement, on a créé un composant qui peut vivre à n'importe quel niveau d'une page, tout en haut ou tout en bas ou même au milieu, et sur n'importe quel format d'écran, mobile, tablette, laptop, qui permet d'afficher 4 arguments de réassurance tout au long du parcours d'achat. Donc après, ces arguments, ils varient suivant les pays, mais c'est globalement vraiment de la réassurance très objective. Ok. Quand on a testé ce composant avec les utilisateurs pour valider la visibilité, la compréhension des informations, la compréhension des différentes garanties, on a eu quelques surprises. On avait sélectionné des utilisateurs allemands et américains qui ne connaissaient pas encore Back Market, donc étaient vraiment plutôt neutres par rapport à nous. Et à la fin de ce test, on leur demandait s'ils étaient plutôt enclins ou non à faire confiance à Back Market, et si oui, pour quelles raisons. Donc très majoritairement, les utilisateurs ont déclaré que leur site leur inspirait suffisamment confiance pour qu'ils effectuent un achat. Je m'attendais à ce qu'ils argumentent ce choix en se basant sur les garanties qu'on venait de tester. Mais en fait, à ma grande surprise, les utilisateurs ont plutôt expliqué leur choix de façon très subjective, voire très spontanée, et ont donné des arguments comme le site me semble très moderne, ça me met en confiance, l'interface est élégante, ça me rassure, ou je pourrais acheter sur ce site parce que ça a l'air très professionnel, etc. Ok, donc pas trop finalement en lien avec ces fameux composants de réassurance, quoi. Pas du tout. Donc ils les avaient bien vus, ils les avaient bien pris en compte, etc. Mais c'était pas ça qui finalement leur permettait de décider si oui ou non ils allaient nous faire confiance. Et le raisonnement derrière ça, c'est premièrement, le site me semble moderne, relativement élégant. Deuxièmement, il est assez peu probable que vous donniez autant de mal à fabriquer un objet aussi sophistiqué dans le seul but de me tromper ou de tromper les gens en général. Donc, troisièmement, je peux vous accorder ma confiance et donc effectuer un achat. Donc c'est vraiment un calcul de probabilité qui est basé sur un ressenti très subjectif. Et ce type de raisonnement, en réalité, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif qui est bien connu et qu'on appelle l'effet de halo. Et c'est quoi cet effet de halo, si tu peux nous l'expliquer concrètement ? Ouais, l'effet de halo, en fait, c'est cette tendance qu'on a tous à se fier à notre première impression. Il agit en général quand une caractéristique d'une personne, d'une entreprise, d'une marque, d'un produit a tendance à rendre plus positive ces autres caractéristiques. Ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que lorsque notre première impression est négative, on a tendance à tout voir en noir ensuite. Donc c'est vraiment il y a deux effets à l'effet de halo. Ça peut être très positif comme très négatif. Ce qui est un peu le cas du coup finalement pour Apple, qui joue énormément avec cet effet de halo quand même autour de leurs produits, etc. Où c'est vraiment le site web d'Apple par exemple ou l'application d'Apple sont vraiment des écrins très assez magnifiques qui effectivement donne tout de suite l'impression que le produit qu'on regarde est assez irréprochable sur le plan de la confection, des performances. Et tout ça pour dire que travailler sur la notion de confiance en s'attachant qu'aux aspects rationnels, en fait, c'est pas très efficace. Un site ou une application qui présente mal, à l'inverse d'Apple par exemple, je sais pas moi, un graphisme un peu désuet, des bugs d'affichage, ou pire encore des bugs fonctionnels, aurait moins de chances d'inspirer la confiance qu'un site qui serait plus performant sur ces aspects. Donc finalement, si on veut améliorer la confiance, c'est très bien d'afficher des arguments de réassurance, mais on peut aussi commencer par embaucher de bons product designers, des ingénieurs QA et finalement être assez irréprochable sur les aspects assez esthétiques de l'interface. Ce que la personne ne verra en plus dès le démarrage, en fait, c'est à ça aussi. Exactement. On va être confronté à ça directement. Mais c'est rarement le sujet auquel on s'attaque en premier quand on pense à la confiance. C'est sûr. Et en fait, en parlant aux utilisateurs, on a découvert qu'il y avait plein d'autres phénomènes psychologiques qui étaient à l'œuvre dans la façon dont ils construisaient leur opinion sur la plateforme, sur les produits qu'on vend.
On peut citer par exemple le principe d'autorité, la preuve sociale, qui sont aussi des phénomènes psychologiques, des principes de psychologie sociale assez connus qui jouent complètement dans la façon dont les gens accordent ou non leur confiance à une marque, un produit, un service. Ouais, tout à fait. Et s'attaquer finalement à la question de la confiance de façon uniquement rationnelle, ce n'était pas suffisamment efficace. Donc on s'est dit, essayons de réfléchir au sujet de façon plus globale, plus systémique, en travaillant à la fois sur des aspects rationnels et à la fois sur des aspects émotionnels. Émotionnel, ok. Et du coup, on a lancé un projet autour de ça qu'on a appelé le Trust System. Hyper intéressant parce qu'on parle souvent des détails finalement pour travailler ce genre de sujet. On va travailler du coup de tel point, tel point, tel point. Là, vraiment, votre approche, elle est vraiment globale et systémique, comme tu viens de le dire. Et finalement, en quoi c'est vraiment important, selon toi, de partir de cette approche globale et non pas, en effet, de s'attaquer à tel petit point ou telle chose en particulier? Comme je viens de le dire, l'approche globale, ça nous permet d'adresser la confiance dans toutes ses composantes, donc à la fois rationnelle et émotionnelle. Et le but, à travers ça, c'est de s'adresser à tous les types d'utilisateurs, des plus cartésiens aux moins rationnels, des plus confiants aux plus sceptiques, des nouveaux utilisateurs à ceux qui sont déjà venus 5 fois. Ça, c'est un premier point. L'approche systémique, elle nous permet aussi de transmettre des messages qui soient clairs et cohérents sur l'ensemble du parcours. On va avoir tendance à répéter les messages, mais cette répétition, elle minimise aussi les chances que les utilisateurs passent à côté des messages qu'on veut leur faire passer, justement. Et elle nous permet aussi d'éviter les incohérences qui, pour le coup, sont assez délétères pour la confiance. Donc, c'est très important. Ce n'est pas si grave de se répéter du moment qu'on est cohérent. Et l'autre aspect qui est important dans cette vision assez globale et systémique, c'est qu'on minimise la charge cognitive en faisant en sorte que les messages de réassurance soient groupés dans des zones très identifiables de l'écran. Et une fois que l'utilisateur les a pris en connaissance, il peut les ignorer facilement dans la suite du parcours et du coup gagner en efficacité. Ok. Et du coup, tout ce travail sur cette partie globale et systémique, est-ce que ça reste contextualisé par rapport, en effet, tu parlais juste avant de la partie du type d'utilisateur, etc. Si c'est des gens plutôt cartésiens, plutôt rationnels, ou même des early adopters, ou vraiment des gens qui sont là depuis longtemps, on va dire, avec vous sur votre schéma, finalement, sur votre business. Est-ce que vous avez contextualisé ça ou c'est vraiment quelque chose de, là aussi, global et qui s'applique pareil à tout le monde, du coup, derrière? Alors, le but, à terme, c'est effectivement d'arriver à adresser des messages différents suivant la typologie des utilisateurs, suivant la maturité des marchés. Est-ce qu'on est dans un marché dans lequel le reconditionné est quelque chose d'assez neuf paradoxalement d'ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un usage qui est déjà très, très développé? Est-ce qu'on est dans un marché dans lequel la marque Back Market est déjà assez bien connue des utilisateurs, etc. Donc à terme, effectivement, l'idée c'est de pouvoir s'adapter au mieux finalement à chaque situation et à chaque typologie d'utilisateur. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais c'est clairement quelque chose qu'on vise tout simplement être plus efficace et vraiment bien parler à chaque utilisateur, quoi. Le fait d'avoir mis en place et de travailler cet axe, du coup, la confiance, c'est en effet du coup une chose. Avant, on parlait aussi déjà d'évaluation d'une plateforme par rapport à des KPI. Là, en se basant vraiment sur ce pilier-là, comment finalement vous faites pour tester ça, pour évaluer cette réassurance sur vos parcours? Toujours pareil, on teste. Donc toujours avec deux approches aussi. L'approche qualitative, donc les tests utilisateurs principalement, et l'approche quantitative, donc A/B test principalement. Donc sur de la réassurance, des arguments de réassurance, on peut tester à la fois la nature des arguments, on peut tester l'UX writing, donc les mots qui sont utilisés, le positionnement dans la page, l'ordre des arguments. Enfin, c'est assez infini le nombre de paramètres qu'on peut tester et avec lesquels on peut itérer. Et un autre principe qu'on a, c'est que même quand les résultats sont positifs, on ne s'interdit pas de continuer d'itérer et de tester de nouvelles choses pour toujours améliorer en fait le produit en continu. Ok. Donc c'est vraiment toujours la même approche, du qualitatif avec les tests, du quantitatif avec de l'A/B test ou de l'ABN test ou d'autres choses, mais vraiment pour comparer du coup des éléments ou des pages du coup entre elles selon du coup leur performance. Et ça en jouant sur les différentes zones les zones d'assurance. J'imagine que vous avez toujours quand même des zones d'assurance sur certains points, mais aussi pour voir en termes de design en fait ce qui fonctionne bien derrière. Comment ça influe finalement, comment ça impacte
tout après les différents taux, etc. en termes de e-commerce, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, ça me fait poser une autre question, c'est qu'aujourd'hui, comme on disait aussi un petit peu au démarrage, Back Market, vous êtes présent dans plusieurs pays. Tu parlais du coup de l'Asie, on parlait du coup de la partie Amérique, etc., et de l'Europe. Est-ce qu'il y a des différences d'impact finalement sur les leviers de confiance que vous avez mis en place dans votre système, selon les pays, les langues, voire même les cultures? Alors, clairement, il y a de grosses différences culturelles et du coup comportementales entre les différents marchés. On peut évidemment penser aux États-Unis et au Japon. C'est Ouais. un exemple qui est assez parlant, mais on peut, même au sein de l'Europe, en fait, il y a des disparités assez incroyables entre des pays comme l'Espagne et l'Allemagne, Mhm. par exemple. Donc on a très régulièrement des résultats différents aux AB tests qu'on mène en parallèle dans plusieurs pays. On peut avoir un AB test qui va être gagnant en Allemagne et perdant en Espagne, ou inversement. Et en gros, quand ça se produit, on essaye de s'adapter au mieux à chaque pays, à chaque culture, sans créer trop de disparités fonctionnelles, ou techniques d'ailleurs, qui pourraient compliquer des évolutions futures. Ouais, donc il y a toujours quand même ce truc de garder quand même une base commune, quelque chose de commun du coup dans les différents pays, dans les différentes régions, mais de derrière ajuster, on va dire, pour faire vraiment correspondre les différentes choses au marché, quoi. Exactement. Enfin, le Ok. but de l'exercice, c'est d'adapter au minimum les aspects les plus lourds, donc les aspects techniques, fonctionnels, mais par Mhm. contre, d'adapter au maximum les aspects les plus légers. Donc, bien souvent, c'est Mhm. tout ce que sont les contenus. Donc, par contenu, j'entends images, textes, contenus qui peuvent être produits par Back Market ou même par les utilisateurs eux-mêmes. Enfin, c'est assez vaste comme sujet. Ok. Un exemple que je pourrais te donner sur cet aspect-là, par exemple, on sait qu'en Allemagne, la mise en avant d'une certaine méthode de paiement est un élément de nature à rassurer les gens. Mhm. Donc c'est pour le coup ce qu'on appelle le principe d'autorité dont je parlais tout à l'heure. Le logo de la méthode de paiement finalement agit comme une espèce de caution qui crédibilise la plateforme, qui rassure les utilisateurs. Ils se disent, s'ils ont cette méthode de paiement, c'est que le paiement doit être sécurisé. Enfin, Mhm. il y a plein de choses derrière. Et finalement, en fait, les utilisateurs ne souhaitent pas forcément payer avec cette méthode de paiement, mais juste voir qu'elle est là, qu'elle est disponible, et ça les met en confiance. Et du coup, nous, on s'est adapté en Allemagne en rendant cette méthode de paiement très visible, spécifiquement en Allemagne, puisque c'est là que cet effet-là est le plus visible. Et aussi, du coup, par rapport à notre point, notamment sur toute la partie UX Writing, dont tu parlais tout à l'heure et qui est un sujet qui est hyper intéressant, du coup, et qui est très, très actuel en plus. Là aussi, comment vous avez fait finalement, quelle est l'organisation que vous avez mis en place pour arriver à travailler justement cet axe du UX-Writing ou même de content design en règle générale dans ces différents pays, dans ces différentes langues? Je te demande ça parce qu'en fait, nous aussi, voilà, on travaille sur ces sujets-là et c'est un sujet qui, je pense, qui est hyper intéressant, qui est encore assez peu traité. Et je pense que ça intéresserait beaucoup de gens de savoir comment vous avez mis en place ça, du coup, chez Back Market. On a au sein de l'équipe design donc des content designers qui Mhm. sont en charge de l'UX Writing. Sont deux content designers. Elles créent les contenus en anglais américain. Ok. Et ils sont ensuite localisés dans les différents pays par des traducteurs. Et ces deux content designers, finalement, ont une très bonne compréhension de tous ces sujets de localisation, et des écarts culturels qui peuvent exister entre les différents pays, parce qu'elles sont deux Américaines qui vivent et travaillent en Europe depuis des années. Donc il y en a une qui est à Berlin, l'autre qui est à Paris. Oui. Et finalement, elles sont confrontées à ces sujets-là quasiment quotidiennement. Ouais, c'est hyper important que ce soit des gens natifs, comme on dit, entre guillemets, justement, et pas forcément que des Français qui parlent anglais, etc., quoi. Alors il y a cet Les gens aspect-là, et localisés. c'est à la fois des natifs, mais qui vivent dans un pays étranger et qui du coup se rendent compte voilà, que parfois on peut être complètement lost in translation, Mhm. comme on dit, et que ouais, il y a certains aspects culturels, certaines choses assez subtiles finalement qu'il faut prendre en compte dans la façon dont on adapte les contenus. Tout à fait. Et justement, ce terme d'adapter correspond plus à ce qu'on fait aujourd'hui. On est moins dans de la traduction que dans de l'adaptation. D'accord. Donc on essaye à chaque fois de prendre en compte la notoriété de Back Market et la maturité du concept de reconditionner dans les différents pays. Mhm. Et on adapte plus ou moins
la personnalité de marque et le ton qu'on utilise dans l'UX Writing à ces contextes-là. Donc on n'a pas exactement le même ton de voix en France et en Allemagne, par exemple, pour s'adapter au mieux aux différences culturelles entre ces deux pays. Puis en plus, j'imagine que même dans un pays, il y a même différents tons de voix, du coup, selon aussi les canaux et les moments où on va parler à la personne. Exactement. Si on parle sur un site, on aura sûrement un ton différent que si on est en effet sur de la prévente, où c'est encore peut-être un ton qui est un peu différent, basé en effet sur un ton principal, mais avec quand même des déclinaisons. Exactement. On va avoir les mêmes marqueurs, mais on va les moduler plus ou moins. Donc c'est le cas, par exemple, comme tu l'as dit, suivant les contextes. Quand l'utilisateur est plutôt dans une phase de recherche sur le site, on va plutôt essayer de l'aider dans son processus de recherche et du coup pas forcément trop le perturber avec des messages très forts en termes de marque. On va essayer d'être plutôt au second niveau, de parfois le faire sourire, le surprendre, d'être un petit peu impertinent. Mais sans que ça vienne perturber finalement son parcours. À d'autres moments, bien identifiés, là pour le coup on va monter tous les curseurs. Donc par exemple, je sais pas moi, si on est dans un moment de célébration, on lui propose une offre pour lui racheter un produit qui souhaite nous vendre. Là on va être beaucoup plus, on va avoir tendance à pousser le curseur différemment sur le ton de voix, être peut-être plus surprenant, plus impertinent, etc. D'accord. Moi, finalement, comme un humain, où on a toujours, du coup, on va dire, une personnalité de base et une façon, du coup, de communiquer. Mais après, on s'adapte selon, du coup, qui est en face de nous, dans quelle situation, et aussi notre état d'esprit à nous à ce moment-là, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Et finalement, ça tombe très bien que tu parles de ça, puisque la personnalité de marque, en fait, c'est ce qui permet aux gens d'entrevoir qui sont les gens derrière Back Market. Et du coup, à travers ça, à travers ce qu'ils entrevoient de nous à travers la marque, ils décident s'ils peuvent ou non nous faire confiance. Donc la personnalité de marque, finalement, elle peut renforcer la confiance ou au contraire l'affaiblir. Et donc, il faut être hyper vigilant, en fait, sur ces questions-là et être très pointu. C'est vraiment des questions qui sont... c'est pas du tout ma spécialité. Moi, je suis vraiment plutôt product designer. Et donc, c'est vraiment des questions du UX-Writing que je maîtrise pas totalement. Mais en tout cas, leur travail, c'est justement de trouver au mieux les mots qui vont marcher dans chaque contexte, que ce soit au niveau du pays, au niveau du moment du parcours utilisateur sur le site ou sur l'app, etc. Oui, en effet. Et du coup, c'est faire ressortir qu'en effet, la partie UX Writing, c'est un métier, du coup, avant tout, c'est une discipline. Ah oui, parce qu'on a souvent tendance à dire, c'est bon, finalement, c'est que du contenu, c'est que du texte, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire, mais avec les bons outils, avec les bonnes clés, avec le bon apprentissage derrière. D'où le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une profession. Et on trouve des gens qui font du content design, qui font du UX writing derrière, avec les bonnes méthodologies, la bonne approche et les bonnes spécificités du métier. Et alors, si je peux rajouter juste un truc par rapport à ça, c'est que nous, quand je suis arrivé chez Back Market, on était... 3 product designers. Il y avait un quatrième larron qui faisait plutôt de la user research. Et à ce moment-là, on produisait la plupart des contenus nous-mêmes. Et je pense que ça se ressentait beaucoup. Et depuis donc c'est un luxe vraiment de travailler avec des gens qui ont cette expertise. Et depuis qu'on travaille avec ces gens-là, la qualité du copywriting, du contenu sur le site, sur l'app, sur tous les canaux, a vraiment progressé et on le ressent à la fois sur le plan quantitatif, encore une fois, on voit que ça améliore les performances des différents écrans, mais on le ressent aussi sur le plan qualitatif, la marque est beaucoup mieux représentée finalement qu'elle ne l'était auparavant et on a vraiment gagné à travailler avec des gens, comme tu le disais, dont c'est le métier. Super clair. Avant de finir du coup ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui, justement, pourraient avoir une problématique sur la réassurance ou la confiance entre eux, leur marque, leur service, et justement des utilisateurs ou des potentiels acheteurs ou vendeurs, comme il peut y avoir du coup aussi des deux côtés? Disons que pour commencer, je dirais qu'il ne faut pas voir la confiance comme un problème à régler une fois pour toutes, mais plutôt comme une question à se poser continuellement. C'est pas en lançant un projet une fois qu'on va régler le problème de la confiance sur une plateforme e-commerce, mais c'est plutôt à travers plein de projets, et finalement presque à travers tous les projets qu'on va entreprendre, qu'il faudra avoir cette thématique à l'esprit. Ensuite, la confiance, ça repose sur 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la transparence. Et le second pilier, c'est l'intégrité. Donc, pour expliciter, la transparence, en gros, c'est dire ce qu'on fait. Pour une marketplace, ça va passer, par exemple, par expliquer
clairement son business model sur une page dédiée, de façon très transparente, en expliquant la responsabilité de chacun, ce genre de choses. Ça peut être aussi, autre exemple, d'afficher les frais de port le plus tôt possible dans le parcours utilisateur. Donc plutôt sur la page produit que dans le panier, quand on a la possibilité de le faire. Donc, dans l'idée d'être le plus transparent possible et de ne rien cacher à l'utilisateur. D'accord. Quand les gens sentent qu'on leur cache des choses, ça leur met un peu des doutes et ça leur met un peu la puce à l'oreille. En général, on fuit. Exactement. Et donc le deuxième pilier, qui est l'intégrité, c'est faire ce qu'on dit. Si vous déclarez, par exemple, que vous avez un super service client, mais que le jour où vos clients, justement, rencontrent un problème, ils ont beaucoup de mal à vous contacter parce que vous avez caché tous les moyens de le faire sur l'interface. On peut penser à Airbnb, par exemple. J'ai eu quelques expériences de cette nature. Vous ne pourrez pas instaurer la confiance sur le long terme. C'est un principe fondamental. Il faut toujours faire ce qu'on dit, l'intégrité, et dire ce qu'on fait, la transparence. Oui, finalement, l'intégrité, c'est un petit peu ce qui reste après, une fois qu'on est passé, quoi. C'est globalement, on se souvient plutôt, plus des actes que des paroles, entre guillemets, quand on est sur un service comme ça. Donc, Et finalement, alors, la transparence va avoir des effets à très court terme sur la confiance. L'intégrité, c'est ce qui va avoir des effets plutôt sur le long terme. Voilà, si j'ai rencontré un problème une fois, ce qui peut toujours arriver sur n'importe quelle plateforme, et qu'on a réglé mon problème et que les gens ont vraiment du coup respecté les garanties qu'ils avaient mis en place, etc., je serai enclin à réacheter de nouveau et peut-être que la prochaine fois, ça se passera mieux. Voilà, parce que les gens se sont comportés effectivement de façon intègre. Donc pour fidéliser finalement du coup sa clientèle ou ses utilisateurs. Exactement. Okay. Donc ça, c'est les deux piliers. Et puis ensuite, comme on l'a vu, je pense qu'il ne faut pas aborder la question de la confiance uniquement sous ces aspects rationnels, donc juste avec de la réassurance, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui est plus psychologie et aspect émotionnel. D'accord. Donc pour la composante rationnelle, évidemment, il faut donner des raisons factuelles aux gens de vous faire confiance. Ça va passer généralement, du coup, comme on l'a vu, par des garanties offertes aux clients. Ça peut être satisfait ou remboursé, service client joignable 7 jours sur 7, garantie légale de X mois, paiement sécurisé, etc. Donc il faut s'assurer que ces arguments soient bien visibles tout au long du parcours, qu'ils soient clairs, qu'ils soient cohérents. Les incohérences sont délétères pour la confiance. Pas de formulation trop alambiquée, pas d'hétérogénéité. Voilà, être le plus cohérent possible tout au long du parcours. Et il faut leur donner aussi, autre aspect qui est important, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais il faut aussi leur donner une forme originale via le design. Via le design visuel, pardon. Okay. Donc que ça soit par la couleur, par le positionnement, par le graphisme, tous les ingrédients qu'on va pouvoir utiliser pour les distinguer du reste du contenu vont permettre qu'ils ne se confondent pas justement avec les autres contenus et ne viennent pas perturber l'utilisateur dans son parcours, parce qu'il ne faut jamais oublier que même si pour nous c'est des éléments très importants, pour l'utilisateur c'est des contenus d'ordre secondaire lorsqu'il est dans une recherche de produits, lorsqu'il est en train de customiser le produit qu'il va vouloir acheter, etc. Donc ça c'est pour la composante rationnelle. Et puis pour la composante plus émotionnelle, il faut comprendre comment les gens évaluent s'ils peuvent se fier à un service, à une marque ou à un produit. Quelles sont les mécaniques psychologiques qui sont à l'œuvre dans la formation de leur jugement et s'y adapter pour les rassurer et les mettre en confiance. On sait par exemple que lorsqu'ils sont incertains, les gens ont tendance à calquer leurs décisions sur celles des autres. Donc concrètement, on a tous vécu ça. Quand on voit un grand nombre de gens faire quelque chose, on pense que c'est plutôt la bonne chose à faire sur le moment. Donc c'est un biais cognitif qui est connu sous le nom de preuve sociale et qui explique par exemple pourquoi il y a des gens qui sont capables de faire la queue 2 heures sous la pluie pour manger une pizza trop chère chez Big Mama. Voilà. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et ayant conscience de ce principe de psychologie sociale, il faut, dans le cadre d'un site e-commerce, donner une très très grande place aux commentaires et avis clients dans le parcours utilisateur. Il faut évidemment qu'il soit accessible, qu'il soit accessible facilement, et qu'il soit globalement positif. Si vous avez des avis globalement négatifs, ça ne marchera pas. Donc il y a tout un travail à faire en termes de service client, en termes de service tout court, pour que les gens soient satisfaits finalement. Et paradoxalement, voir aussi qu'il y a de mauvais avis, même si ce sont des avis minoritaires,
sur un produit ou un service, ça va renforcer le sentiment que les commentaires, les avis sont authentiques. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter, ce qui peut être assez contre-intuitif au départ, à donner les moyens aux utilisateurs de consulter facilement les mauvais avis. Ça va passer par exemple par des fonctionnalités de tri ou de filtre sur les avis clients. Ok. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a, encore une fois, il y en a des dizaines d'autres. Et comme on l'a vu, tous les principes psychologiques qui sont à l'œuvre dans la construction de la confiance, que ce soit l'effet de halo, le principe d'autorité, la preuve sociale, etc., il faut vraiment les prendre en compte. Donc l'idée, c'est pas de les utiliser pour se jouer des utilisateurs, pour les tromper, mais de comprendre comment les gens fonctionnent, de les prendre en compte et de respecter toujours les deux piliers qu'on a vus il n'y a pas si longtemps que ça, que sont la transparence et l'intégrité. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Julien pour tous tes conseils, c'est vraiment très enrichissant. Pour conclure, on a un petit rituel sur le podcast qui consiste en fait à demander à une personne de ta famille, finalement, la famille de l'invité, quelle est sa définition de l'UX au global ou de son métier, du coup avec ses propres mots. Et toi, du coup, tu m'as dit que c'est ta mère, finalement, qui s'est prêtée au jeu, c'est ça ? Oui. Alors, il faut savoir que je parle assez peu de mon travail dans ma famille et dans la sphère privée en général. J'ai une forte séparation, en fait, entre l'univers professionnel et la sphère plus privée. Et du coup, j'ai jamais vraiment expliqué à ma mère ce que je faisais concrètement et en quoi consiste mon travail. Et donc, elle a une vague idée de ce que je fais, mais c'est pas très très clair. Et du coup, j'ai pris conscience de ça en lui posant la question. Donc, j'ai clarifié un peu les choses, mais c'était assez drôle comme exercice. Donc, à la question « Qu'est-ce que l'UX ?» pour toi, elle n'a pas vraiment su répondre. Elle a plutôt séché parce qu'elle avait tout simplement, je crois, jamais entendu parler d'UX. Mais du coup, pour essayer de la mettre sur la piste, je lui ai demandé de définir mon travail avec ces mots. Et sa réponse était assez surprenante. Donc en gros, elle m'a dit que mon travail, c'était de rendre les sites internet jolis et de faire cliquer les gens là où ils ne voulaient pas cliquer. Ah, là où ils ne veulent pas cliquer. Ouais, exactement. Donc pour ce qui est de l'aspect esthétique, c'est pas complètement faux. Alors c'est plutôt une conséquence de mon travail qu'un véritable objectif. Oui, c'est une petite partie, on va dire, du travail. Quoi. Mais bon, disons qu'elle n'était pas... effectivement, je cherche pas à rendre les sites plus moches, en tout cas. Oui, parce que quand même, les esthétiques, ça reste quand même une part quand même importante comme dans l'expérience utilisateur. C'est pas ce qui fait de la base, mais ça reste quand même une chose d'important. C'est hyper important. Donc elle n'était pas complètement dans le faux. Par contre, j'ai quand même conscience qu'elle pense que je mets en place des dark patterns pour tromper les gens. Donc ça, c'est plus inquiétant. Peut-être que ça en dit beaucoup sur la façon dont elle me perçoit. Il faut que peut-être faire une psychanalyse ou je sais pas. On va avoir des discussions avec ma mère. Mais non, globalement, genre, je lui ai expliqué que le but n'était pas de les faire cliquer là où ils n'avaient pas envie, mais plutôt de leur donner envie de cliquer tout simplement. Oui, parce que s'ils viennent quand même sur le site, c'est qu'ils ont déjà un besoin d'acheter potentiellement ou qu'ils sont curieux du coup d'acheter ou de revendre du coup leur appareil potentiellement. A priori, ils sont plutôt effectivement dans de bonnes dispositions. Après, effectivement, il y a plein d'exemples de sites e-commerce, les plus grands pour ne pas les nommer, mais qui mettent en place justement des dark patterns. Et nous, on s'interdit de faire ça chez Back Market pour des questions éthique, mais voilà, tout simplement parce qu'en tant qu'utilisateur, on déteste ce genre de schéma et du coup, non, c'est pas vraiment le but de mon métier, mais c'est toujours marrant de voir que ma mère pense que je fais ça. Super, bah écoute, on va se quitter du coup sur ces paroles. Merci beaucoup Julien d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé tes différents retours d'expérience au sein de Back Market. Donc merci énormément pour ton passage du coup dans le podcast. Eh ben, merci à vous pour l'invitation et puis non, c'était une super expérience de parler de tout ça, donc avec plaisir. Yes, super. Merci à tous, en tout cas, à tout le monde du coup d'avoir été avec nous une fois de plus pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir, à partager le lien de l'épisode sur vos différents réseaux. Également, s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez que nous abordions dans ce podcast, vous pouvez évidemment nous écrire sur nos différents réseaux et également sur notre site lagrandours.design. Merci et à très vite pour un nouvel épisode Un poil du UX par La Grande Ourse.